Klärung. Alors, mercredi dernier, 6 novembre, la coalition gouvernementale gauche-libérale allemande a explosé après que le chancelier allemand Olaf Scholz a limogé son ministre des Finances, Christian Lindner, et provoquant dans la foulée la démission d'autres ministres libéraux. Alors, Olaf Scholz, privé de sa majorité, a annoncé se soumettre à un vote de confiance, ce sera le 15 janvier prochain, pour permettre aux députés de se prononcer sur la tenue d'élections anticipées qui étaient réclamées par l'opposition. Je propose d'écouter rapidement un extrait d'Olaf Scholz qui annonce justement ce vote de confiance. Meine Damen und Herren, ich habe den Bundestag zu drängen. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Bis zur letzten Sitzung des Bundes. Bon, il a dit trop longtemps, nous avons eu des politiques corrompues, des politiques mesquines. Trop longtemps, il a rompu ma confiance en parlant donc de Christian Lindner. Et il explique voilà pourquoi ce n'est pas possible de mener une politique quand on manque de confiance. Voilà pourquoi il propose de se soumettre à ce vote de confiance. Pour en parler et mieux comprendre ce qui se passe, eh bien, je suis très heureuse de recevoir Alain Falento. Bonjour Alain Falento. Bonjour à tous les auditeurs, à tous les internautes plus exactement. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, entrepreneur, conseiller économique, vous habitez en Allemagne et auteur de 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe aux éditions Riposte Laïque. Alors comment voyez-vous cette crise politique qui secoue l'Allemagne ? Moi, je pense que c'est un symptôme, en fait. C'est un symptôme de la fin d'un système économique. C'est la fin probablement du productivisme, du mercantilisme, et c'est un problème budgétaire qui fait exploser cette coalition allemande, puisque vous savez que la CDU et le SPD, c'est-à-dire le centre droit et centre gauche, mais pour nous, vu de notre point de vue, il n'y a pas grande différence. Ouais. Se répartissent le pouvoir depuis des décennies. Mais simplement, ils représentent à peu près que 25% des voix, chacun d'entre eux. Entre un tout petit peu plus d'un quart des suffrages, donc ils sont condamnés à s'allier. Alors tout naturellement, ils s'allient avec les écologistes, en général avec les Verts allemands, qui sont assez similaires aux nôtres, la même folie destructrice, quoi. C'est pas très différent. Ce sont les grands promoteurs de l'éolien, les Allemands, l'écologie allemande. Des grandes folies éoliennes. Mais même ça suffit pas, parce que c'est tellement morcelé maintenant, ils sont même condamnés à s'allier avec donc le FDP, le parti des libéraux démocrates, c'est-à-dire ce fameux Christian Lindner. Et là, ça c'est un parti extrêmement libéral de droite, même qui s'est droitisé avec les années. C'est vraiment très très libéral. Je crois pas, on n'a pas d'équivalent en France je crois pas d'un parti politique comme celui-là. Et Lindner, il est arc-bouté sur, disons, le frein à l'endettement. C'est-à-dire qu'il est dans la constitution allemande, en dehors des périodes de crise, il n'est pas possible que le déficit public dépasse 0,35% du PIB. Voilà. Et Scholz, lui, il a bien conscience qu'il est nécessaire d'ouvrir un peu les vannes de l'investissement. Parce qu'il y a des dépenses militaires, des dépenses de sécurité et surtout des dépenses d'infrastructure. Parce que, je sais pas, vous savez ou vous ne savez pas que, par exemple, les autoroutes allemandes sont dans un état lamentable. Il y a le mythe de l'autoroute allemande où on roule illimité à 200 km/h. Moi, je peux vous dire qu'on y roule plus souvent à 60 qu'à 200. Les seules belles autoroutes sont en ex-Allemagne de l'Est. D'accord, dans l'Allemagne, dans l'ex-RFA, le réseau autoroutier est en travaux en permanence. D'accord. Ce qui crée des bouchons monstrueux. Donc c'est pas viable de continuer comme ça. Les trains de la Deutsche Bahn n'arrivent plus jamais à l'heure.
D'accord, c'est un vrai problème dont on parle régulièrement dans la presse. Il n'y a plus de train à l'heure, les connexions Internet sont très mauvaises. Donc, il y a bien évidemment des gros investissements à faire et Scholz voudrait assouplir ce frein à l'endettement et l'Inter s'y refuse. Mais ce qu'a mis le feu aux poudres, c'est qu'il y a un document interne au parti FDP qui a fuité dans la presse avec une espèce de programme où il est question de bloquer les écologistes dans leur projet éolien, de supprimer quelques impôts de solidarité. Et donc ça, Scholz n'a pas supporté. D'accord. Donc en fait, c'est un différent, on va dire, sur une vision budgétaire, investissement ou frein à l'endettement. Oui. C'est ça. C'est ça, c'est principalement budgétaire et c'est symptomatique parce que c'est vraiment c'est le début de la fin du système allemand qui consistait en quoi? Qui consistait avec l'euro à répartir les rôles entre production pour l'Allemagne et consommation à crédit pour les pays du Sud, y compris la France. Mais maintenant que leurs voisins sont complètement usés, maintenant que la Chine vient les concurrencer dans leur domaine de prédilection, parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu la Chine, on n'y fabrique pas que des chaussures, des chemises et des boutons pression. Oui. Maintenant, la Chine fabrique des voitures de bonne qualité qui n'amusent plus personne. Avant, je sais, il y a une vingtaine d'années, les crash tests des voitures chinoises faisaient marrer tout le monde, mais ça s'est terminé maintenant. Ils viennent concurrencer les Allemands sur leur propre sol dans la voiture. Vous voyez, par exemple, dans les rues en Allemagne, vous voyez beaucoup de la marque BYD. Voilà, la marque chinoise de voitures électriques. Ils fabriquent aussi des machines-outils de bonne qualité. Donc voilà, ils ont affaire à cette nouvelle concurrence. Et Scholz considère que il veut faire marcher son multiplicateur de Keynes, si vous voulez. Il pense que en investissant un petit peu d'argent public, en nivelant un petit peu les vannes, il va pouvoir relancer la croissance et éviter d'être en récession pour la deuxième année consécutive. Ouais. Alors, quelle est pour vous votre analyse? Là, on comprend mieux l'opposition entre les deux. Quelle est votre analyse? Vous dites que c'est la fin du système allemand. Quelle est la solution pour ce système allemand, pour ce modèle allemand? Est-ce que ce modèle doit se réinventer? Comment le faire? Et puis aussi, deuxième question, évidemment, politique, cette fois-ci. Bien, il y a ce vote de confiance. Comment ça va? Quelle couleur peut ressortir de cette nouvelle coalition? Alors, sortir d'un modèle comme ça, c'est très compliqué quand c'est ce qui a fait votre succès pendant 25 ans, à peu près. Donc, en fait, on voit qu'ils savent qu'il faut essayer de construire autre chose, mais pour ça voudrait dire qu'il faudrait cesser la modération salariale, ce qui n'est pas dans leurs intentions. Eux, ce qu'ils veulent maintenir absolument, c'est un chômage extrêmement bas et peu d'inflation. C'est ça. Le résumé du modèle allemand. Donc, en fait, ils tentent de le poursuivre par tous les moyens. Encore un instant, monsieur le bourreau. Oui, mais c'est ça. Donc c'est superficiel. Ils ne pensent qu'à réouvrir Nord Stream, par exemple. Vous voulez, leur problème, il est énergétique pour l'instant. Si vous voyez, là, en ce moment, le vrai choc pour l'Allemagne, mais pour nous, c'est tout à fait normal. Les entreprises qui perdent. Mais Volkswagen, c'est un vrai choc. Vous voyez, bien sûr. Ce que fait Volkswagen en ce moment, quand vous voyez, par exemple, les syndicats comme IG Metall qui manifestent pour demander des augmentations de 7%, et en réponse, la réponse de Volkswagen, c'est fermeture d'usines, baisse de salaire et licenciement. Mais... Ils n'ont jamais vu ça, là. Mais ce qui est la normalité pour nous n'existe pas ici. Donc, en fait, à mon avis, ils veulent poursuivre le système le plus longtemps possible. Oui. Et donc, ce sera à nos dépens directs. Pourquoi à nos dépens? C'est la raison pour... parce qu'il est hors de question, étant donné qu'ils ils ont la concurrence de la Chine, étant donné qu'ils sont très inquiets par l'élection de Donald Trump, qui va bien entendu s'en prendre à eux immédiatement, puisque c'est sa stratégie. Il a compris que pour obtenir tout ce qu'il veut de l'Europe, il suffit de menacer l'Allemagne. Donc il va immédiatement, après être entré en fonction, il va taxer leurs voitures pour obtenir tout ce qu'il veut de l'Union européenne. Donc nous, indirectement, nous serons les premières victimes de tout ça. Et comment ils vont faire rejaillir ça sur les Français? Ils vont taper sur le nucléaire civil. Il est hors de question pour eux que le coût de l'énergie baisse pour les entreprises françaises. Hors de question qu'on puisse se réindustrialiser. Et donc, c'est déjà en cours. Si vous regardez le contenu du dernier semestre européen qui concerne la France, ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, les GOPE, ça s'appelle semestre européen maintenant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui n'y figure pas, en fait.
parce qu'il n'y a rien sur le nucléaire civil. Aucun investissement, rien. Aucun financement n'est prévu. Alors que pourtant, il devrait y avoir quelque chose comme 50 milliards normalement juste pour rénover les réacteurs. Donc ça, c'est volontaire. En plus, ils vont insister pour que nous ne puissions pas avoir un accès libre à notre nucléaire civil. D'accord. Alors, la reine sera poursuivie sous oui. une autre forme. Donc, à nous de nous protéger finalement contre les Allemands qui sont eux-mêmes attaqués de l'extérieur. Mais vous soulignez un point tout de même. Il ne rêvait que d'une chose, c'était de rouvrir Nord Stream. Ça, pour le coup, c'est aussi dans notre intérêt. Et puis d'ailleurs, on comprend mal pourquoi les Allemands n'ont pas réagi plus vite face à ces explosions accidentelles. Donc là, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour l'Allemagne de répondre aux Américains? Ils veulent, faut se souvenir du plan originel de l'Allemagne avec Nord Stream, c'était de devenir un hub de distribution de gaz pour toute l'Europe, de contrôler le robinet. Donc c'est une vraie catastrophe, mais bien évidemment, ils n'ont pas renoncé. Oui. Je peux vous dire que le terminal, je l'ai vu, le terminal de Nord Stream, qui se trouve à Lubmin, en ex-Allemagne de l'Est, une petite ville, il est parfaitement maintenu. Et je peux aussi vous dire qu'il y a des bateaux qui partent régulièrement, puisque je connais les gens qui s'occupent de ça, qui vont inspecter les gazoducs pour voir ce qu'il est possible de faire pour le remettre en état. Donc il est bien évident qu'ils veulent réparer ça au plus vite. Oui, mais les Américains ne le veulent pas. Ah oui, c'est là, on va voir ce qui va se passer. Mais pour eux, c'est crucial, puisque s'ils n'ont pas de gaz et qu'ils n'ont pas de nucléaire à cause des Verts, qu'est-ce qu'ils se sont condamnés aux éoliennes et à brûler du charbon. Oui. Et bien dans ce cas, c'est pas seulement Volkswagen qui partira, c'est déjà d'autres qui ont menacé de le faire d'ailleurs. Oui. Et vous pensez que si l'Allemagne peut rouvrir Nord Stream, c'est une mauvaise nouvelle pour nous? J'ai cru comprendre ça. Oui, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on va se retrouver dans un état de dépendance vis-à-vis d'un pays qui n'est certainement pas notre allié. Oui, mais ce serait bon de le savoir, peut-être. Parce que c'est pas forcément comme ça qu'on présente notre binôme, notre couple franco-allemand. Notre couple franco-allemand, exactement. Merci beaucoup en tout cas Alain Falento pour cette analyse sur ce qui se passe en Allemagne et ouvrons un peu les yeux pour la France puisque nous sommes directement concernés finalement par cette crise politique et économique. Merci Alain Falento, je rappelle votre livre 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe aux éditions Riposte Laïque. Tout de suite. Il y a le dernier, c'est Frexit. Frexit sur Résistance républicaine. D'accord, voilà, vous faites bien de le citer. Et puis on le mettra également dans la description de cette vidéo YouTube. Vous pouvez d'ailleurs pousser, liker. On est 4000 en ce moment au tenté sur YouTube, 800 sur X, Facebook, Twitch et toutes les autres plateformes. On est de plus en plus nombreux finalement ici en direct tous les matins. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on est la première matinale numérique et alternative de France. Merci infiniment pour votre aide. Continuez d'appeler vos amis pour qu'ils s'abonnent et qu'on soit toujours plus nombreux.